Fais tes enfants le plus vite possible, comme ça tu seras débarrassé. La vraie vie, ça se passe pas comme ça. Une chose dont tu étais persuadée au début de ta carrière et en fait finalement tu t'es rendu compte que c'était un peu faux. Que le travail, le bagou et la sympathie étaient suffisants pour arriver là où on voulait arriver. Quand on est une femme, en tout cas, bien comprendre comment le monde du travail fonctionne, ce qui n'est pas forcément très intuitif, pour les hommes non plus d'ailleurs, mais je dirais que pour les femmes c'est particulièrement vrai. Et une fois qu'on a compris ça, s'affranchir du désir de plaire, parce qu'en fait les deux sont pas forcément compatibles. J'étais persuadée qu'il ne fallait pas faire d'histoire quand les filles évoluaient et que ça se passerait bien. J'étais persuadée qu'on allait me payer comme un garçon. Bon, ça se discute. J'étais persuadée que si on travaille bien, ça se verrait. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Beaucoup de travail égale réussite. Je pense que c'est partiellement vrai. Il suffit pas de beaucoup travailler pour atteindre ses objectifs. Il y a tellement d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On a parlé tout à l'heure d'émotions, on a parlé d'alignement, on a parlé de plein de choses, de résilience. Et voilà, le travail c'est très important, mais ça suffit pas. Il faut s'armer de patience, c'est très important. Et c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'en avais pas du tout. Et j'ai appris à composer, à me dire que finalement, si les choses n'arrivaient pas forcément à ce moment-là que j'avais décidé, il y avait peut-être une raison. Je suis devenue beaucoup plus philosophe. C'est quoi, selon toi, la meilleure décision que tu aies prise depuis le début de ta carrière ? Plusieurs décisions qui m'ont toujours forcée à sortir de ma zone de confort. Une autre petite voix qui, chaque fois que je commence à être dans quelque chose de trop routinier, c'est de me dire, allez, bouge-toi, avance, apprends. Et je pense que ça a toujours été les meilleures décisions. Quand j'ai pris des risques, ça a toujours payé. Toutes les fois où ça n'a pas marché, c'est les endroits où j'étais pas au bon endroit au bon moment, où je faisais les choses par sécurité, par convention. Toutes les fois où j'étais en ligne avec mon désir profond, c'était le bon chemin. C'est quoi le truc qu'il faut surtout pas dire si on est en train de négocier une augmentation, une promotion, un poste, etc. Ce que je crois, c'est quand on veut obtenir quelque chose, il faut montrer bien les bénéfices pour son entreprise, pour le secteur pour lequel on travaille et dépasser en fait la propre situation qui nous est propre et montrer qu'en fait ça bénéficie à l'écosystème. Pas se diminuer, pas se dire je voudrais un petit salaire par exemple. Bien négocier, c'est mettre la barre haut et après on peut redescendre, mais en tout cas pas se restreindre, pas se contenir. D'une façon générale, se faire plus petite. Ce qui pêche souvent quand on s'autorise à y aller, c'est qu'ensuite on culpabilise ou on a peur de la réaction des autres et donc on fait plus petit. Je voudrais demander une petite augmentation. Je suis désolée, j'ai juste une petite question. S'excuser d'être là. Non. Je dirais la chose à ne pas dire, c'est peut-être son objectif qu'il faut garder profondément dans sa poche et aller chercher le plus haut possible parce que c'est toujours une danse négociation avec la personne qui est en face de vous. Bien garder ce qu'on a envie d'atteindre et faire en sorte de l'atteindre et même le dépasser. Peut-être d'une certaine manière se comparer directement aux autres ou à quelqu'un, mais c'est vrai que dire un tel gagne plus que moi, c'est pas normal. Il faut mettre en valeur son travail, ses achievements, sa personnalité et en quoi on peut encore faire plus, en quoi on peut encore pousser les murs du job, en quoi on peut aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà vécu un syndrome de l'imposteur ? J'ai toujours un peu cette petite voix derrière qui me taraude. J'ai pas peur d'en parler, premièrement, et j'aime bien regarder de temps en temps derrière pour me rassurer, pour me dire que finalement tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Le syndrome de l'imposteur, il reste. J'ai un ami qui m'a dit cette phrase qui a été vraiment très parlante pour moi et qui m'a dit c'est quand même marrant de se demander si on sait nager quand on a déjà parcouru la moitié du lac. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans mon esprit. Je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais moi souvent je refais le game dans ma tête, alors parfois trop le soir et parfois trop la nuit, mais quand on refait le game de manière posée, sans y mettre forcément de l'émotion, mais de se dire tiens, qu'est-ce que ça a amené chez la personne en face de moi, qu'est-ce que ça a donné d'image de moi, ou qu'est-ce que ça veut dire de moi, je trouve que c'est là aussi qu'on peut progresser et du coup, ouais, c'est un peu une bataille contre soi quand même. Moi je n'ai pas le syndrome de l'imposteur et je ne l'ai jamais eu. Pas du tout. J'ai beaucoup d'imposteurs autour de moi. Donc je n'ai pas eu cette inquiétude-là. Jamais je me suis sentie pas à ma place ou dans un endroit d'intervenir ou de prendre la parole ou d'agir. Franchement, je bosse, je fais tout ce qu'il faut, ça va quoi. Je sais pas tout faire, mais pas mal. Les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui. Elles sont plus de 50% de la population. Elles ont un talent de dingue. Moi, j'en rencontre depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans, de manière professionnelle. Je suis impressionnée et je pense arrêtez de vous poser toutes ces questions. Allez-y, foncez et vous êtes certainement pas une imposteur. Vous êtes coincé pendant 1 heure dans un ascenseur, mais vous avez de la chance. Vous pouvez choisir quelle femme va vous accompagner. Vous choisissez qui ? César Evoria, parce que j'adore sa voix, parce que j'adore ce qu'elle chante et je pense que ça m'apaiserait si j'étais angoissée. C'est Olympe de Gouges. C'est mon héroïne, c'est celle qui a tant fait, c'est la première femme à s'être battue pour le droit des femmes, qui a d'ailleurs son buste, je crois, à l'Assemblée nationale depuis pas très longtemps. Donc c'est une victoire qu'elle puisse siéger à la haine. Enfin, il y a plein de nanas hyper inspirantes que j'adore, qui sont extraordinaires et qui font beaucoup d'ailleurs pour les femmes. Christine Lagarde.
regarde. Parce qu'elle est à la fois absolument convaincue de la place des femmes dans tous les cercles de pouvoir et elle agit réellement. Ce qu'elle m'a indiqué, c'est qu'il fallait penser à toutes les femmes. On ne pouvait pas uniquement agir pour un cercle réduit de femmes. Il y a plein de femmes aujourd'hui. C'est très facile, hein. Vous pouvez me laisser avec plein de gens dans l'ascenseur, plein de filles. Je les aime beaucoup en général. Je choisis Mercedes Serra. Elle fait partie de ces femmes qui m'ont donné envie de travailler dans la publicité, qui ont progressé très vite. Elle a montré que c'était possible de le faire bien, de le faire en étant marrante, en étant classe. Alors je prends Nadia Boulanger, qui était une grande musicienne russe, qui a inspiré, je pense, tout le XXe siècle musical. Mais surtout, c'était un être de lumière. C'était quelqu'un sûr d'elle et en même temps qui a donné énormément et qui a formé énormément. Le pire conseil pro qu'on t'ait jamais donné. On m'a dit un jour, fais tes enfants le plus vite possible, comme ça tu seras débarrassé. C'est un très mauvais conseil, ça. La vraie vie, ça se passe pas comme ça. Mais essayer de faire des plans, essayer de régenter sa vie en fonction de ses objectifs professionnels, comme si en plus tout le reste était une variable d'ajustement. Ça, je trouve que c'est une vision des choses qui est à la fois complètement fausse, complètement hors sol et complètement triste. On m'a donné comme conseil de ne jamais démissionner de sa boîte avant d'avoir trouvé un nouveau job. Je n'ai absolument pas suivi ce conseil. J'ai démissionné, je n'avais pas de boulot et voilà, mais je m'en suis sortie quand même. C'est de faire très attention à moi, surtout au début, parce que j'étais quand même une fille et donc ça allait être dur mon métier. Je ne comprenais même pas ce qu'il me disait. Mon premier chef de groupe m'avait dit ici il faut faire profil bas, en gros courber les chines. Et donc je lui avais dit je comprends le concept de faire profil bas, courber les chines pas du tout. Et la négociation ça veut pas dire courber les chines. Donc j'ai su qu'il fallait que je reste moi-même, que je reste assez ancrée dans ce qui était pour moi les limites à pas franchir et ce que je place sur l'autel des valeurs. C'est de rester à sa place. L'impression qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense ou t'es pas assez dans la hiérarchie pour pouvoir avoir un avis, pour pouvoir donner ton avis. C'est quoi la phrase que vous répétez dans les moments de doute ou les moments d'échec? Je pense que la vie est belle. Je pense qu'on a de la chance d'être où on est. Je pense que même si on se bat, moi j'arrive pas à pas être gay, quoi. Et pourtant, il y en a des conneries. Alors, j'ai un petit truc perso, je dis que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc quand j'ai un doute, en fait, je sais que j'y vais pas. Mais en tout cas, prendre un peu de recul, se poser et puis revenir et essayer de trouver une solution. Jamais prendre de décision dans les moments critiques. Attendre que la tempête passe et ensuite, quand on y voit plus clair, remettre les choses à plat. Je me dis, à la fin, on sauve pas des vies. Alors des moments de doute j'en ai, des moments d'échec, tout dépend où est-ce qu'on place le curseur. J'essaye de me dire, on peut pas tout contrôler, tu as anticipé le maximum, il y a des choses que tu n'as pas vu venir. Maintenant tu le sais, tu vas travailler dessus et tu feras mieux la prochaine fois. J'essaye de me dire, non pas de le placer sous la forme de l'échec, mais plutôt sous la forme de l'apprentissage. J'essaye toujours de me dire que je ferai mieux la fois d'après. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui s'apprête à prendre la parole, par exemple, dans ce genre d'événement, et qui est terrorisé à l'idée de parler devant tant de personnes, vous diriez quoi? Prendre la parole devant le Female Leadership Forum avec toutes ces femmes managers qui étaient dans la salle, ça peut être compliqué. Elles s'en sont toutes très bien sorties. Moi, j'ai quelques années de télévision derrière moi et de live, donc ça m'aide, bien évidemment. Mais ce que je dirais, c'est des choses toutes bêtes, en fait. Respirer, se recentrer sur soi. Oui, on se jette un peu dans le vide, mais c'est merveilleux. Et puis, c'est sympa d'avoir un peu d'adrénaline, un peu cette prise de risque. Donc en fait, il faut trouver un ancrage, tu vois, dans le sol quand on n'a pas cette assurance. Donc bien être dans le sol, sur des bons appuis, bien respirer. Il faut savoir ce qu'on va dire. Le conseil que je lui donnerais, c'est de se prendre au sérieux. C'est très sérieux ce que vous êtes en train de faire. C'est très sérieux de poser une question en réunion. C'est très sérieux de présenter les résultats de votre travail. C'est très sérieux de demander plus d'argent. Tout ça, c'est sérieux. D'oublier les gens, de dire ce que l'on est. En général, ça marche toujours. D'être comme on est, quoi. C'est pas grave, on est timide, on est timide. On dit qu'on est timide et puis voilà, on est timide. Alors moi j'ai développé pour moi-même déjà des techniques de respiration parce que c'est ce qui me canalisait le plus, au-delà des conseils qu'on vous donne. Est-ce que c'est important la sororité au travail? Est-ce que c'est important de compter sur les autres femmes, de s'entraider, etc.? Bien sûr. En réalité, c'est important de pouvoir compter sur des gens tout court. Et il y a malheureusement certains contextes professionnels où la sororité n'existe pas pour plein de raisons. Parce que les personnalités collent pas, parce que la culture d'entreprise permet pas que ça émerge. Plein de raisons qui sont totalement indépendantes de notre volonté. La sororité, ce serait merveilleux si ça existait. Ouais, c'est très important parce qu'on partage des choses et parfois des charges mentales qu'on partage pas forcément avec les hommes. Et moi, tout au long de mon parcours, j'ai des employés, j'ai des amis,
j'ai des mentors qui m'ont porté et j'essaye aujourd'hui de donner en retour aux femmes qui commencent leur carrière. Oui, c'est important, mais il faut définir ce que ça veut dire. Si c'est s'entraider entre femmes, oui, bien sûr, c'est très important. Après, il ne faut pas être naïf, on reste des êtres humains. Et là, je ne vais peut-être pas aller dans le sens de tout le monde, mais il y a des rivalités entre hommes, entre femmes. Et c'est un événement comme celui-ci, c'est justement pour mettre en lumière aussi ces talents féminins, les porter. Il y avait Élise Bogossian qui, avec Élise Kerr, fait un travail absolument incroyable dans tous les pays en guerre, enfin pas tous les pays, mais dans les pays comme l'Éthiopie, l'Arménie, dans ces zones de guerre. Il faut les aider, il faut les soutenir et les mettre en lumière, c'est participer à leur combat. Oui, l'autre, les femmes. Au début, quand on s'est dit on va se mettre ensemble, on va se parler, c'est ridicule de se mettre entre femmes pour se parler. Ben non, c'est pas ridicule, parce qu'on raconte des choses qu'on ne peut pas dire. On est toujours en minorité, donc notre parole, elle n'est pas entendue. C'est bien d'avoir des pairs aussi qui sont en capacité de nous dire on l'a vécu, on a eu les mêmes choses, et il faut y aller. Donc je trouve que c'est important de pouvoir s'entraider et de pouvoir se motiver à accéder sur des postes quand on commence à douter de soi-même.